Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir comment récupérer les numéros d'une carte bancaire. Jamendo.com. Alors, vu le titre aguicheur de cette vidéo, je vais tout de suite mettre les choses au clair. Le but de cette chaîne YouTube est et restera le hacking éthique, comprendre comment ça fonctionne et rester dans la légalité. C'est pas de faire des trucs de black hat, d'aller pirater des gens ou de faire des trucs complètement illégaux. C'est pas du tout l'intérêt de cette chaîne et c'est pas du tout ce que je veux mettre en avant. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour voir s'il est possible de récupérer les numéros d'une carte, s'il est possible de cloner une carte. Est-ce que c'est possible et comment s'en protéger surtout? Alors je pense qu'un petit peu de contexte va vous aider à mieux comprendre comment j'en suis arrivé là. J'ai été contacté récemment par une école pour aller donner des cours à leurs étudiants. J'ai été retenu sur le module sécurité et intrusion physique. Et donc je suis en train de faire en ce moment le support de cours et je me suis intéressé à la technologie RFID. Donc tout ce qui est badge d'accès dans les data centers, etc. Donc comment récupérer, cloner un badge, etc. Et ensuite, je me suis logiquement orienté vers la technologie NFC, qui est en fait basée sur RFID. Et de là, je me suis ensuite déporté un petit peu, on va dire, sur la technologie de paiement sans contact, donc qui se fait par NFC, et donc aux cartes bancaires. Et je me suis dit, est-ce que vraiment la petite carte qu'on utilise tous les jours pour payer, sur laquelle il y a notre argent, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on peut arriver à la lire? Est-ce qu'on peut en cloner? Comment ça fonctionne exactement? Dans un premier temps, j'ai passé 2 bonnes semaines à essayer de faire fonctionner mon lecteur RFID sur le Raspberry. Puisque en fait, tout simplement, il y a plusieurs scripts qui sont déjà existants pour aller lire des puces RFID, mais la plupart de ces scripts fonctionnent uniquement avec la technologie, le protocole de communication, soit SPI, soit UART, et moi j'arrivais à faire fonctionner la carte que en I2C. Alors c'est une carte HW147, elle est plus connue sur internet sous le nom de PN532, c'est une petite carte qui se branche sur les GPIO du Raspberry, et il y avait d'ailleurs une petite subtilité avec le Raspberry 3, il fallait mettre un petit fichier de config en plus pour qu'elle fonctionne, enfin bref, j'étais mal parti dès le début. Donc vu que j'avais pas de script qui me permettait d'aller lire directement ma carte bancaire, j'ai essayé d'en développer moi-même et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Déjà il faut savoir que les cartes bancaires, ça fait partie de la grande famille des cartes à puce. Les cartes à puce, c'est une puce numérique en fait, donc c'est à peu près la même technologie que votre carte SIM de téléphone ou alors que les cartes de badge d'accès qu'on a dans les entreprises pour s'authentifier. Ces cartes à puce, elles contiennent donc une puce qui contient des informations et c'est ces informations que l'on veut récupérer. Sauf que les cartes bancaires, elles fonctionnent un petit peu différemment des cartes à puce standards. C'est ce qu'on appelle des EMV pour Europay, Mastercard, Visa, qui sont les 3 grosses entités bancaires mondiales. Et en fait, ces EMV, il faut leur envoyer un petit code spécifique pour qu'elles puissent nous répondre. Et ce petit code spécifique, il va dépendre du type de carte. Par exemple, si c'est une Mastercard ou une Visa, ce ne sera pas le même code qu'on va lui envoyer. Et si on lui envoie le bon code, elle va nous renvoyer ce qu'on appelle une chaîne de caractères qu'on va appeler le AFL. Tout ça, c'est chiffré en TLV. C'est un algo à la con qui vient des entités bancaires. Et l'AFL, c'est le Application File Locator. Et en fait, cette petite chaîne de caractères, elle va nous permettre de retrouver dans la mémoire de la carte à puce les SFI qui sont les Short File Identifiers. Et ces SFI, c'est les emplacements mémoire qui contiennent les données qui nous intéressent. Donc les numéros de carte et la date d'expiration et le nom du propriétaire de la carte, par exemple. Sauf que si t'es pas un partenaire Mastercard ou Visa ou Europay, eh ben t'as pas accès à la doc en fait. Donc j'ai essayé de trouver un peu des trucs sur internet. Et il y avait un mec qui donnait la technique pour essayer de retrouver les SFI à partir du AFL en prenant les 5 premiers bits, les convertir en binaire à partir de l'hexa, ensuite tu rajoutes 100 au début et ensuite ça te donne ton P1 qui est en fait le premier emplacement. Ça a jamais marché les gars. Et donc au bout de 2 semaines, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, j'arrête tout, je prends du recul, je fais autre chose et je reviendrai à tête plus reposée sur ce problème-là pour le résoudre. Et j'ai bien fait, parce que pendant ces quelques jours, j'ai fait un peu de tri dans mes tiroirs, et j'ai retrouvé ceci. Ceci, c'est un lecteur de carte à puce. Je m'en étais acheté un il y a plusieurs années maintenant, pour pouvoir essayer de récupérer le contenu d'une carte SIM. Alors, c'est bête comme ça, mais je vous ai dit tout à l'heure, les cartes bancaires, ça fait partie de la grande famille des cartes à puce, tout comme les cartes SIM. Et du coup, il se trouve que ce lecteur de carte à puce est en capacité de lire une carte bancaire. Donc je l'ai simplement branché en USB sur mon PC
Et avec une petite application Java que j'ai trouvée sur internet, j'ai réussi à envoyer des commandes à la carte et à récupérer des données. Et donc à partir de là, j'ai pu commencer la chasse au numéro de carte. Et donc à partir de là, j'arrivais à communiquer avec la carte bancaire, j'arrivais à lui envoyer des requêtes et à récupérer les réponses. Donc j'arrivais à savoir quel type de carte c'était, si c'était du Mastercard ou du Visa, c'est les deux seuls qu'on a chez nous en Europe. Et j'arrivais à récupérer la petite chaîne de caractères chiffrée en TLV pour récupérer la petite chaîne de caractères AFL, qui permet de récupérer en fait les endroits, les emplacements mémoire, donc les SFI, qui contiennent justement les données qui nous intéressent. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune documentation sur ce fichier AFL et le mode de calcul en fait des SFI. Et je suis jamais arrivé à trouver ces fameux SFI, l'emplacement mémoire. Donc comment trouver des données dans la mémoire quand on ne connaît pas leur emplacement? Eh bien, tout simplement, ceux qui font des CTF avec moi vont beaucoup rire parce que c'est ma marque de fabrique. Il y a une technique qu'on appelle le brute force. Et donc, si je vous fais une démo, alors je prendrai évidemment une photo de la carte bancaire pour vous l'afficher à l'écran. Les 4 derniers chiffres sont 6227 et la date d'expiration est à février 2025. Je vais la brancher dans mon lecteur de cartes. Et ici, si je lance mon script readcard.js, je vais attendre quelques secondes. Alors évidemment, je vais flouter mon écran puisque c'est une carte fonctionnelle, hein, c'est ma carte bancaire de tous les jours. Et si je remonte un petit peu dans les informations, donc là le script va tout seul récupérer la chaîne AFL et ensuite brute forcer les SFI. Donc là j'ai bien le nom du propriétaire de la carte qui est Fin Christopher. Et si je descends un petit peu plus, ici, voilà, j'ai bien mes 4 chiffres 6227 avec le début ici c'est donc les numéros de la carte. Et juste au-dessus j'ai la date d'expiration, donc 28 février 2025, oui c'est ça, 25/02/28. Donc voilà, donc du coup j'ai bien réussi à récupérer les numéros de la carte bancaire, la date d'expiration et le nom du propriétaire de la carte. Alors il y en a pas mal d'entre vous qui vont se dire ok, mais avec ces informations là on peut rien faire, parce que pour payer sur internet il nous faut le cryptogramme visuel, et cette information elle est que visuelle, cryptogramme visuel, donc elle n'est pas inscrite dans la carte. Et effectivement, je me suis dit la même chose que vous, je me suis dit ok c'est cool mais on peut pas aller plus loin. Et en fait, on peut aller plus loin. Alors, de mon côté, je me suis clairement arrêté là. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est de rester dans la légalité. Donc, j'ai pas d'intérêt à aller plus loin. J'ai réussi à récupérer le contenu de la carte, à le lire. Donc, pour moi, j'ai terminé ce que je voulais faire. Et en fait, en discutant de ce projet-là avec une connaissance qui travaille dans l'informatique, il se trouve que cette personne travaillait pour un hôtel il y a quelques années. Et les clients de l'hôtel se faisaient piquer de l'argent en fait sur leur compte bancaire, ils ne savaient pas comment, et en fait le lien entre les personnes qui se sont fait piquer de l'argent c'était justement l'hôtel dans lequel ils avaient payé. Et il se trouve que la personne à l'accueil de l'hôtel qui encaissait les clients prenait leur carte bancaire au moment de payer, la mettait dans un petit boîtier qu'elle avait créé elle-même, qui récupérait en fait les numéros de carte, la date d'expiration et le nom du propriétaire, exactement comme on l'a fait là. Et ensuite ça durait 2 petites secondes, et ensuite le remettait dans le boîtier TPE, donc le boîtier de paiement, pour que les clients puissent payer. Et en fait, il se servait de ces informations-là avec ce qu'on appelle des yes cards. Alors quand vous effectuez des paiements sur internet, vous avez besoin de vos numéros de carte bancaire, votre date d'expiration, votre nom de propriétaire et également ce qu'on appelle le cryptogramme visuel. Et comme son nom l'indique, ce cryptogramme, il est uniquement visuel. Il n'est pas inscrit dans la carte, c'est une sécurité supplémentaire. Mais il y a un moment où pour récupérer de l'argent d'un compte bancaire, vous n'avez pas besoin de ce cryptogramme. C'est lorsque vous allez retirer de l'argent à un distributeur, donc auprès d'un DAB, un distributeur automatisé de billets. En fait, quand vous allez arriver au distributeur, il va lire le type de carte, donc Mastercard ou Visa, il va communiquer avec la carte, et vous allez devoir taper votre code PIN. Et ce code PIN, il n'est pas enregistré en clair sur la carte, c'est le hash du code PIN qui est enregistré. Vous allez taper votre code PIN, le distributeur envoie le hash de votre code PIN à la carte bleue, et si le hash correspond, la carte bleue renvoie yes. S'il ne correspond pas, elle renvoie no. Donc du coup, il suffit d'avoir une carte qui renvoie toujours yes, vous clonez les numéros de carte, la date d'expiration, le nom du propriétaire dessus, et cette carte peut être fonctionnelle dans n'importe quel distributeur d'argent. Alors évidemment, c'est complètement illégal, hein, et ce type de carte, les yes cards, ça se trouve pas facilement sur internet, et heureusement d'ailleurs.
Mais en tout cas, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer que c'est possible, c'est faisable et le danger existe, il est vraiment présent. Et c'est à la portée de n'importe qui. Ce petit lecteur là que j'ai payé sur Amazon, je l'ai acheté moins de 20 €, c'était 18 €. Donc vraiment, c'est une bouchée de pain par rapport au gain qu'il peut y avoir derrière par une personne malveillante, quoi. Bref, le danger existe, il est vraiment présent. Donc faites très attention à pas laisser traîner vos cartes bancaires. Il y a beaucoup de personnes également qui mettent leur carte bancaire sur leur téléphone pour payer en NFC, en sans contact. Il faut savoir qu'avec une bonne antenne, dans le métro, dans le bus, un endroit où vous êtes rapproché d'avec quelqu'un, le NFC, on peut récupérer une carte à plusieurs dizaines de centimètres. Donc c'est vraiment dangereux. Je vous conseille de prendre un portefeuille avec un filtre anti-NFC. C'est très bon marché, on en trouve beaucoup maintenant. Et ça permet vraiment de se protéger, de se mettre à l'abri de ce genre de choses. Faites très attention quand vous allez tirer de l'argent dans les distributeurs, qu'il n'y ait pas une petite surcouche. Parfois ça fait moins d'1 centimètre et ça permet de lire la carte ou la bande magnétique. Donc faites attention dans les commerces où vous allez payer, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être fait facilement avec peu de connaissances. Et ça va vous impacter vraiment directement. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.